Corps à corps à corps. Alors, de 2010 à 2017, des dizaines d'enfants ont été confiés illégalement par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, du Nord, à une structure d'accueil située dans le centre de la France, qui ne disposait pas de l'agrément nécessaire. C'est une enquête révélée par Radio France et publiée le 28 septembre dernier. Donc, plusieurs de ces enfants placés disent et racontent avoir subi des violences, des claques, des coups de poing, de tête, de pied, de cravache, des strangulations, des menaces au couteau ou au taser. Et puis, on a un témoignage de l'avocat de la défense, Maître Sagné, qui est très fort. Il explique que s'ils embêtaient le monde, on leur administrait des cachets, on leur mettait la tête dans les toilettes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cette enquête de Radio France, publiée donc le 28 septembre dernier. On écoute un extrait. Ils ont commencé à ouvrir une bouteille d'alcool, c'était du whisky. Et ils l'ont sifflé à deux. Et après, je me suis retrouvé dans un coin de la porte. Ils ont commencé à être violents envers moi, à me rabaisser aussi. Il mettait ses doigts sur ma gorge, il essayait de me soulever aussi. À un moment, ouais, il a baissé mon pantalon. Je l'ai remonté directement. Après, c'est lui qui a baissé son pantalon, il m'a pissé dessus. Voilà, là, vous entendez Mathias, un adolescent qui, à l'époque, avait 15 ans. Au moment où l'affaire a éclaté, hein, il a débarqué au CHU de Limoges, gravement blessé. Selon son tuteur officiel, il était victime d'une chute de vélo. Mathias est dans le coma pendant une semaine. Quand il se réveille, il supplie le personnel hospitalier de le protéger de cet homme qu'il décrit comme violent, qu'il ne veut plus revoir. L'équipe médicale est inquiète. Elle effectue un signalement au procureur de la République. Et c'est là que l'enquête commence vraiment, démarre, mais ça fait déjà 10 ans de calvaire de cette famille, enfin au moins 7 ans de calvaire, pardon, de cette famille, de ces enfants, une vingtaine, hein, qui ont été placés dans ces familles d'accueil illégal. Alors ce que révèle l'enquête de France Info, ce sont tous ces dysfonctionnements qu'on a beaucoup de mal à comprendre. D'abord, comme je vous l'ai dit, la structure d'accueil qui est dénommée Enfance et Bien-être, hein, à qui les enfants étaient confiés, donc contre des indemnités immenses, 630 000 euros sur 7 ans, qui ont donc en réalité cette structure n'est pas agréée. Ensuite, eh bien, on comprend qu'elle a été créée par deux organisateurs, dont l'un qui est lui-même suspecté d'agression sexuelle et de viol sur ses filles quand même, et qui avait déjà été condamné par le passé à 1 an de prison. Ces fondateurs ont eux-mêmes fait appel à d'autres familles, toujours des amis d'un même réseau, pour accueillir ces enfants. Et pareil, aucune de ces familles n'a été agréée, ce qui est évidemment normalement officiellement impossible. Pire, plusieurs de ces familles ont également des casiers judiciaires pour agression et viol sur mineurs. Franchement, on se pose beaucoup de questions sur cette affaire. Comment on a pu arriver à un truc pareil? En tout cas, c'est le procès de ces familles d'accueil qui doit se tenir à Châteauroux à partir du 14 octobre. Intéressant aussi, c'est le procès des familles d'accueil et pas celui de l'ASE, pas celui de l'aide sociale à l'enfance. Alors, l'association Innocence en danger et le jeune Mathias, 22 ans, sont représentés par Maître Jean Sagné. C'est une affaire incroyable, mais peut-être pas unique. Et c'est évidemment tout le sujet. On n'est pas dans le fond de l'affaire ici, mais c'est tout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Maître Mathias Zarmand et Laurence Beneux. Bonjour, Maître Mathias Zarmand. Bonjour madame. Vous êtes donc avocat pour l'association Innocence en danger qui travaille sur ces questions, sur la défense de l'enfance en général. Et Laurence Beneux, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste indépendante, auteur de nombreuses enquêtes sur l'enfance et la pédocriminalité. Et vous aviez publié une enquête très riche sur le sujet dans le magazine Nexus, le scandale des placements abusifs, donc sur les maltraitances dans l'aide sociale à l'enfance notamment. Alors, première question à tous les deux. Cette affaire, c'est une affaire unique en son genre ou finalement un cas d'espèce, finalement la partie émergée de l'iceberg? Je commence par vous, maître Mathias Darman. C'est clairement la partie émergée de l'iceberg. Il y a un nombre de défaillances assez considérable au sein de l'ASE, que ce soit dans le Nord ou d'ailleurs dans tous les autres départements français, parce que il y en a un manque de moyens profond. Les différents gouvernements ont annoncé des plans pour valoriser l'ASE et pour leur offrir des moyens considérables. Et force est de constater que ça n'arrive pas et que les promesses ne sont pas tenues. Et donc, c'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec d'autres scandales de ce type-là ailleurs que dans l'ASE du Nord.
Ouais. Laurence Beneux, vous avez travaillé sur ce sujet, sur ces ASE et les défaillances, voire pire, les maltraitances de l'ASE. Pour vous, c'est quelque chose ce genre d'affaire n'est pas unique, on risque d'en avoir de nombreuses encore? Ah, mais non seulement elle n'est pas unique, mais ça date pas d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que même cause, mêmes effets, il y a... Parce que c'est même pas seulement une question de moyens, parce qu'en fait, on donne énormément d'argent il y a Ah oui. énormément à l'ASE. C'est l'usage qui est fait de ces moyens. C'est effectivement la question des placements qu'on pourrait éviter du fonctionnement de l'ASE, et c'est le manque de contrôle. Ah oui. Euh, Justement, vous parliez de cette enquête. Déjà, l'histoire est égrenée de scandales au Oui. sein de l'ASE. Oui, oui, là, enfin, en tout cas, cette histoire-là, il y a pas une chose qui fonctionne normalement, en fait, hein, depuis le début. Mais ça, c'est parce que bon, on va commencer par exemple par les contrôles, mais à tous les niveaux. Oui. Là, donc, il y avait des familles donc, qui n'avaient pas, qui n'auraient jamais dû avoir l'agrément et qui d'ailleurs ne l'avaient pas. Mmh. Ça peut être vrai aussi pour des travailleurs sociaux. Donc, bah, si vous avez lu cette enquête, il y a ce petit exemple d'une pseudo-psychologue qui était, je ne sais plus quoi de son état, mais enfin absolument pas psychologue, qui avait quand même au départ été engagée comme telle simplement parce qu'elle le disait. Et qui avait fini expert devant les tribunaux. Et quand elle s'était fait démasquer, c'était l'ADUA qui avait fait des recherches et qui s'était rendu compte qu'elle avait jamais fait une minute de psychologie, qu'elle n'avait pas de diplôme, rien de tout ça. Elle avait dit oui, mais moi je serais une bonne psychologue. Alors, vous comprenez? Je veux dire, si Oui. on en arrive à ce que, je veux dire, même soit des professionnels qui normalement sont tout à fait vérifiables, se retrouvent experts devant les tribunaux, il faut bien se rendre compte que c'est toute la chaîne qui est dysfonctionnante. C'est-à-dire, il va y avoir des endroits où ça peut très bien fonctionner, mais tout est possible pour que ça fonctionne très très mal. Ouais, ouais. On En on plus, on va s'interroger justement sur les éléments de responsabilité ici. À quel moment, qui a fait n'importe quoi qui fait que toute la chaîne peut finalement être déraillée. Mais juste dans les dysfonctionnements, vous le racontiez, l'histoire de la psychologue, il y a aussi l'histoire d'un médecin qui a prescrit, lui, des médicaments en fait, pour droguer les enfants, littéralement. Hein. C'est pareil, sans avoir jamais vu ses enfants. Et là encore, on se demande comment on a pu en arriver là. On va écouter l'extrait de cette enquête. Selon l'enquête judiciaire, ces enfants auraient également été victimes de surdosage de Valium, de Tertian et de Risperdal. On le précise, ce sont des médicaments qu'on prescrit en cas de dépression ou d'anxiété notamment. Oui, sauf que là, les familles les avaient obtenus grâce à des ordonnances falsifiées et grâce à la complicité de 2 médecins qui n'ont jamais vu les enfants. Et puis d'autres jeunes étaient, quant à eux, obligés de participer à des travaux, des heures à casser des murs, à creuser des tranchées, à couler du ciment sans équipement pour, par exemple, rénover une maison. Ce qui n'est pas vraiment la mission première d'une famille d'accueil. Et l'enquête a également montré que certains de ces mineurs vivaient dans des conditions indignes. Ils s'endormaient par exemple sous des tentes ou dans des caravanes sans eau ni même électricité. Quand on pense encore une fois que ces familles reçoivent de l'argent pour pouvoir s'occuper de ces enfants, et ce ne sont pas des petites sommes, Laurence Beneux. ah oui, ça coûte très cher. Je crois que c'est dans les. Alors, les familles, ça coûte un peu moins cher. C'est en foyer. Un enfant placé en foyer coûte on m'avait dit, entre 400 et 700 euros par jour. C'est toute une économie hein, Mmh. Mais là, le problème, c'est que c'est effectivement des fonds qui Maître transitent. Darman. C'était évoqué, la somme de 630 000 euros Oui, sur 7 ans, ce qui est quand même énorme. oui. C'est des fonds qui transitent sur un compte en Roumanie, des sociétés qui ont été ouvertes là-bas. Donc, il y a un vrai mécanisme financier qui est monté et qui est assez scandaleux. Et l'ASE va verser en fait 400 euros par jour par enfant, parfois même en liquide. Et c'est là qu'il y a une vraie faille avec aucune déclaration fiscale Oui. et rien qui n'est effectué. Oui, ça c'est pareil, encore une faille. Et en fait, c'est là-dessus, Maître Darmon, on se demande
de quel côté aller chercher la responsabilité. Là, dans l'enquête, certains responsables politiques ont été interrogés. La directrice du département de l'Indre qui dit qu'elle est offusquée par ce qu'elle apprend. L'ancien directeur qui est offusqué par ce qu'il apprend. Les directeurs, le président PS de ces départements également plutôt. Enfin, tous sont troublés, offusqués, n'ont rien à redire. Enfin, donc on a l'impression que tout le monde découvre, mais qui est responsable dans ce cas-là? Où est-ce qu'on doit aller chercher la responsabilité, sachant qu'encore une fois, et c'est une des questions que je souhaite aussi vous poser, comment ça se fait que là, on ne s'intéresse qu'aux familles d'accueil, mais pas plus, pas justement à qui a monté la structure, et même l'ASE et les politiques éventuellement. Oui, moi je pense que de toute façon, la direction de l'ASE du Nord a forcément une responsabilité. Ça me paraît assez improbable qu'ils aient connaissance d'aucun de ces faits-là. D'autant plus qu'à l'époque des faits, il y avait déjà eu 4 signalements préoccupants qui avaient été effectués avant même l'hospitalisation de Mathias. En 2016, il y avait eu une autre alerte que la direction de l'ASE du Nord n'avait pas évoquée devant les enquêteurs. Et il y avait une travailleuse sociale aussi qui avait tiré la sonnette d'alarme. Et finalement, c'était rien passé. Et on avait constaté qu'un adolescent avait fugué en fait son hébergement et il avait été ramené dans cet hébergement, qu'il avait fui et une fois ramené dans cet hébergement, il avait tenté de se suicider Ah oui. et aucun signalement n'avait été, enfin, ça avait été remonté, mais rien n'avait découlé ensuite. Oui, non, mais c'est incroyable quand même. Là, c'est un enchaînement c'est même pas des dysfonctionnements, c'est des volontés de cacher, de mettre sous le tapis les véritables scandales qui ont lieu sur place. Donc, Mm. pourquoi aujourd'hui l'ASE, par exemple, n'est pas inquiété judiciairement, Maître Ça, Darmon? c'est une vraie question qui se pose. Je sais pas pourquoi est-ce que l'ASE est pas responsable de ces faits-là et ne se retrouve pas dans le tribunal correctionnel. Il me semble que la directrice de l'ASE du Nord à l'époque des faits n'est même pas citée en tant que témoin, alors qu'Innocence en danger avait demandé à ce qu'elle soit présente à l'audience pour Parce que je s'expliquer. rappelle que vous êtes partie civile, qu'Innocence en danger est partie civile. Oui, tout à fait. L'association Innocence en danger qui vient en aide aux enfants victimes de ce type de faits-là et est partie civile dans cette affaire. Et on avait demandé à ce que la directrice soit citée en tant que témoin et rien n'a été effectué dans ce sens, alors que ça aurait été particulièrement intéressant de l'entendre et d'avoir des détails sur ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. Mais cité en tant que témoin, et on peut même pas porter plainte pour mise en danger d'enfants, par exemple, dans ce genre de cas-là? Il faudrait déposer plainte contre X au départ pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, par exemple, ou non-assistance à personne en danger, pour qu'ensuite le parquet diligente sa propre enquête préliminaire et, euh, et interroge les personnes qui seraient mouillées dans cette affaire-là. Et c'est pas ce qu'a fait pour le moment Innocence en danger ni Pour l'instant, Mathias. c'est pas encore dans ce sens-là Là, que vous c'était. avez fait le choix finalement de porter plainte contre les familles d'accueil. Oui, bah c'était pour l'ensemble des faits qui avaient été dénoncés par tous ces enfants-là. La plainte s'est concentrée sur les individus mêmes avant de penser À la chaîne des responsabilités. aux Oui. personnes morales qui seraient touchées dans ce dossier. D'accord, mais ça ne veut pas dire que vous n'irez pas chercher plus loin Oui, et plus fort. bien sûr. Peut-être même que cette enquête permettra aussi d'ouvrir d'autres éléments sur les responsables au-dessus. D'ailleurs, à ce sujet, je propose d'écouter toujours extrait de cette enquête de Radio France. Maître Sagnier, qui est l'avocat, lui, de Mathias, qui pose cette question aussi de la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. On écoute. La seule chose que va faire l'ASE, c'est de déverser des flots d'argent jusqu'à 400 € par jour et par enfant. Il y aura même des règlements qui seront faits en espèces, en liquide. Ces fonds vont être encaissés, ils vont disparaître dans la nature. Une évaporation complète pour l'État français. Aucune déclaration fiscale, aucun enregistrement, c'est du travail clandestin complet. Parce que même sur ce fondement de la déclaration fiscale illégale, enfin de l'absence de déclaration fiscale, ça peut être un fondement de départ aussi de plainte. Oui, ça aussi en soi, c'est une infraction à part entière. Donc on pourrait être sur du blanchiment d'argent, Oui. sur du blanchiment de fraude fiscale. Là, ce serait plus un autre volet du droit pénal Oui. des affaires, mais tout va de pair en fait. C'est que ce soit à la fois l'exploitation de ces enfants et en même temps l'abus concernant les différents versements qui leur sont offerts par l'ASE. Mm. Ça, c'est habituel. Mais Laurence, c'est aussi au parquet de, bien sûr, d'enquêter. de prendre sa place et de diligenter cette enquête. Mm. C'est pas obligatoire qu'on dépose plainte, hein. C'est aussi au parquet Bien de se sûr. saisir
pour aller au bout de ce processus. Mais est-ce que vous avez confiance dans l'enquête du parquet quand on voit que finalement il y a quand même eu une mise sous silence de cette affaire qui forcément d'une manière ou d'une autre a dû remonter au moins à certains responsables politiques Mm. ou de l'ASE donc il y a forcément certaines personnes qui ont voulu cacher ce qui se passait. Mm. Oui, après, c'est pas parce que les politiques sont au courant que le parquet le sait. Il y a Mmh. le parquet est indépendant vis-à-vis du gouvernement et de la politique. Mais c'est compliqué de savoir si tel ou tel procureur était au courant. Ça paraît improbable que personne ne sache au sein du ministère public qu'une telle affaire a lieu dans le Nord. Donc, sans doute que certains savaient, que certains n'ont peut-être pas voulu aller plus loin ou enquêter. Mais difficile de nommer Bien telle ou sûr, telle personne bien par sûr, rapport bien sûr. au parquet. D'accord. Laurence Beneux, à ce sujet, d'abord sur le côté enquête, puisque c'est aussi des sujets que vous traitez. Vous pensez qu'il y a eu... Comment vous expliquez qu'on n'a pas pu découvrir l'affaire, finalement, plus tôt? Moi, alors déjà, je suis très dérangée par les sommes perçues parce que 400 euros pour le coup par jour pour des enfants placés, c'est considérable. Mmh. Là, c'est ce que coûtent les enfants placés en foyer. Les familles, on leur donne quand même pas tant que ça. J'entends parler donc d'argent en Par jour, par liquide enfant, oui. un jour qui transite par l'étranger. Et je trouve, alors peut-être qu'elle a cours, mais je trouve extrêmement dérangeant que vraiment on ne pousse pas les investigations. Parce que, par exemple, moi j'aimerais beaucoup savoir si Enfance et Bien-être donc fait partie d'un réseau associatif. Et exactement ce qui s'est passé, parce que, pardon, mais ça sent quand même un petit peu l'organisation criminelle, vous voyez? Mmh. Si on peut déplorer des manques de contrôle au niveau de l'ASE, on peut demander voilà, qu'on fasse pas ce qu'il faut, aussi parce que les gens sont débordés, enfin pour plein de mauvaises raisons. Mais enfin, là, ce qui se passe, c'est quand même tout à fait étonnant. L'ASE, normalement, il n'y a pas d'argent liquide, par exemple, qui transite. Mmh. Donc, il faut voir qui distribuait cet argent, enfin, qui l'avait, comment, pourquoi à l'étranger, etc. Et je veux dire, si Oui. éventuellement il y avait des liens avec l'association, enfin, même là, c'est aussi peut-être la face immergée d'un plus petit iceberg, mais voilà, il y a quelque chose malgré tout, d'atypique et de dérangeant dans cette affaire qui m'en rappelle d'autres. Et ouais, ça pue un peu l'organisation criminelle quand Oui, même. parce que quand vous dites ça, c'est ça, quand vous parlez de ça, c'est parce que ça vous rappelle, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, des Voilà. organisations oui, criminelles, quasi Je mafieuses. dis pas que c'est le cas, Oui, mais oui. enfin, je Oui, sais on plus prend nos lequel. précautions quand même, évidemment. Autre chose disait, les enfants placés, c'est la poule aux œufs d'or. Mmh. Il faut se rendre compte de ça, hein. Il faut se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de business à faire sur les gosses. Oui. Excusez-moi, il y a Ouais. mon chat, comme je suis chez moi, il y a mon chat qui en profite pour faire des tas de conneries. Et ouais, c'est bien, ça nous change les idées. Non, mais en tout cas, on comprend qu'il y a, c'est en effet une affaire terrible, mais qui va peut-être ouvrir d'autres portes sur un scandale plus important que ce qu'on entend ici, ce qui est déjà... Ou pas, ou pas, si l'enquête est faite, Ouais, s'il y ouais. en a une. Et malheureusement, des fois, elles sont faites là. J'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu mal parti. Ou alors elle est déjà en cours et on ne le sait pas, et je le souhaite. Mais c'est vrai que, Pourquoi vous avez l'impression que c'est mal parti? bah parce que là, on va avoir un procès. Qu'il n'y a pas de, justement, que l'ASE, qu'il n'y a personne peut-être Oui, les familles d'accueil qui sont inquiétées. Voilà, on est sur un mais procès. c'est peut-être un Ah, procès qui va et- permettre d'ouvrir aussi, d'avoir de nouveaux éléments dans le dossier, qui va permettre d'ouvrir une nouvelle enquête. Et rien ne Oui, dit qu'une enquête préliminaire n'a pas lieu. est peut-être en cours, hein. Donc, Oui. c'est tout à fait possible que le parquet ait déjà diligenté une enquête vis-à-vis de l'ASE et des différents responsables qui travaillent à l'ASE du Nord. Et Oui. le secret de l'enquête permet aussi cela. Donc, on n'est sans doute pas au courant de ce qui se passe et de ce qui a été diligenté par le ministère public. Oui. Donc, moi, j'ose espérer que c'est déjà en cours et qu'on aura un procès dans les mois ou dans les années qui viennent. Hmm. Eh ben, moi aussi. Moi aussi. C'est vrai, vous avez peut-être raison, hein. C'est peut-être aussi mon passé, mes enquêtes qui, des fois, m'ont rendu un petit peu pessimiste, Méfiante. Oui. méfiante, à force de voir des gens qui sont condamnés pour proxénétisme sur enfants, mais il n'y a jamais de clients. De vous voir, bah, même des vieilles. Je me rappelle d'une affaire qui, certes, est ancienne, mais quand même, ça donne un petit peu, parce que
le climat, parce que ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis quand même. Je vous rappelle l'affaire du choral, où le Oui, directeur, entre autres, hein, le directeur avait été condamné, le directeur du du foyer. centre, oui. Ouais. Et puis, 2 ans après sa sortie de prison, il est à nouveau à la tête du centre. Oui. Mm. Non, non, mais on comprend que vous soyez méfiante et je renvoie tout le monde d'abord à cette enquête-là, hein, le scandale des placements abusifs sur Nexus. Mais vous avez fait beaucoup, beaucoup d'enquêtes sur le sujet, donc évidemment, vous savez un peu de quoi vous parlez et on comprend que vous soyez un peu méfiante. Mais malgré tout, c'est vrai que là, bon, l'idée n'est pas de parler que de cette affaire, parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter de l'affaire avant que la justice ne l'ait fait. Malgré tout, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur ces dysfonctionnements, sur ses responsabilités, comme on l'a dit. Et c'est quelque chose que je voulais vous demander, justement. Est-ce que habituellement, c'est comme ça aussi? On a l'impression qu'il n'y a pas un responsable, Laurence Beneux. Est-ce que ça fait écho aux autres affaires que vous avez pu connaître, notamment sur le placement des enfants par l'ASE? Oui, oui, bah oui. En fait, on a l'impression, enfin, à part si on va prendre un professionnel qui va lui-même se rendre coupable de faits très graves et qui va se faire juger, qui va se faire attraper et juger parce que il y a quand même beaucoup de maltraitance. Moi, je le dis souvent, même s'il y a des gens qui font des fois qui essayent de faire du bon travail, évidemment qu'il y en a, il faut le rappeler, hein, faut pas mettre à l'index tous les éducateurs. En plus, il y en a aussi qui font ce qu'on leur dit. Mes enfants, oh, j'ai l'habitude de dire que l'ASE est un très mauvais parent. Oui, Et donc, il y a des fois où c'est indispensable de placer des enfants parce que ça leur sauve la vie. oui, Voilà. Mais c'est vraiment ça devrait être la solution, l'ultime recours parce que globalement, l'ASE n'est pas un bon parent. oui. Et on a beaucoup enfin, de responsabilités c'est très, très dilué. En Mm. fait, en général, on voit toujours par le petit bout de la lorgnette, quoi. Ben, Oui. c'est un petit peu la même chose. On peut transposer l'exemple que je donnais avec, bon, d'un seul coup, des gens qui vont se faire condamner pour maltraitance et pour avoir prostitué leurs enfants. Mais on cherche jamais les clients, mais on cherche jamais non plus tout ce qui a été, toute la chaîne qui a rendu ça possible. Le, et ça va de l'école qui a fermé les yeux, des fois des enquêtes sociales qui sont ni faites ni à faire, où on voit très peu de travailleurs sociaux. Moi, j'ai dans la tête une affaire donc où c'était une petite fille, enfin des enfants avaient été replacés, là pour le coup, chez leurs propres parents, alors que le père avait été déjà condamné pour maltraitance. Donc il y avait normalement une enquête sociale, une AMO. Mm. Un juge a levé l'AMO sur le rapport des enquêtrices sociales qui disait tout va beaucoup mieux. Et puis, 2, 3 mois après, on s'était rendu compte qu'au moment où elle levait cette enquête sociale, au vu du rapport des enquêtrices, la petite fille était déjà morte depuis plusieurs mois. Mm. On Mm. s'en était rendu compte. Oui. Vous voyez? Et en fait, l'enquête sociale, là, ça s'était, Oui, il y a un petit problème du côté des enquêtrices sociales, là. oui, Oui. ça avait juste été toc toc. Bon, est-ce que je peux voir votre enfant? Mm. Ah ben non, elle est pas là, mais tout va bien. Ah ben si elle a dit que tout va bien, tout va bien. Mm. Et hop, hop. Mm. Et Oui. voilà. On comprend le problème, en effet, Laurence Beneux. Maître Darmon, pour revenir à cette affaire en particulier, puisque vous avez porté plainte contre ces familles d'accueil, on a pu lire dans le descriptif donc, de Radio France que plusieurs de ces familles étaient aussi responsables avec des casiers judiciaires pour viol même, hein, agression et viol sur mineurs. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est ressorti, ça, pendant, dans la plainte d'abord, et puis peut-être aussi dans votre dossier? Ah, c'est évidemment particulièrement dérangeant de constater que ces personnes-là ont des casiers judiciaires déjà, peu importe finalement les condamnations, mais Oui. quand on jette un œil sur les véritables condamnations, c'est d'autant plus effrayant. Et on sait bien qu'en temps normal, lorsqu'un agrément est délivré, lorsqu'une autorisation est transmise, les familles d'accueil, les accueillants, n'ont pas de casier judiciaire en fait. C'est une des bases même. Oui, oui. Il y a de nombreux métiers dans lesquels un casier judiciaire vierge est sollicité.
Et évidemment que ce type de métier-là en fait partie. Mmh. Donc, c'était un élément extrêmement troublant, extrêmement perturbant, qui démontre là encore qu'il y a eu des failles. Et on se rend compte en fait qu'il y a eu des intermédiaires et que c'est la raison pour laquelle ces personnes-là, qui disposent d'un casier judiciaire, travaillent avec des enfants et s'en servent et les exploitent. C'est parce que les contrôles n'ont pas pu aller au bout et les intermédiaires ont fait obstacle aux différentes vérifications. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait eu des viols sur ces enfants? Pour l'instant, ça n'a pas été établi. Il parle surtout de maltraitance, de strangulation, de menaces au couteau, de tête dans la cuvette des toilettes, d'humiliation. C'est surtout sur ça Mmh. que les enfants parlent. Pour l'instant, pas de fait de viol recensé. Mmh. Mais Ça peut venir, bon, ouais. ouais. Et alors, dernière question, concernant ce Mathias qui est le seul, vous allez me confirmer, qui pour le moment veut bien parler à découvert, enfin porter plainte en son nom, c'est ça? Oui, oui, bah, en fait, nous, l'association Innocence en danger, a lancé un appel à témoins, incite les victimes, demande aux victimes de venir parler, d'avoir le courage d'évoquer ce qui s'est passé pour que le dossier soit plus fourni, pour que le président de l'audience puisse véritablement comprendre ce qui s'est déroulé pendant toutes ces années. Et faut saluer évidemment le courage de Mathias. Une cagnotte a été lancée d'ailleurs par l'association pour venir en aide à toutes ces victimes-là. Vous trouverez ça sur le site d'Innocence en danger. Et oui, c'est ça, ce serait formidable que d'autres enfants parlent et que d'autres jeunes puissent évoquer ce qui s'est passé pour qu'on comprenne mieux Et donc toutes les souffrances qu'ils ont endurées et les conséquences que ça a eu aujourd'hui sur eux. pour le moment, les autres refusent de témoigner à découvert? Oui, c'est ça. Bah, ils ont peur. Il y en a qu'on retrouve pas aussi. Il faut savoir que il y a il y a de nombreux enfants qui sont aujourd'hui dans la nature. On ne sait pas véritablement où est-ce qu'ils sont. Euh, il y a les mineurs sont les premières victimes dans cette affaire et Bien sûr. l'ASE est obligé de prendre en charge normalement jusqu'à 21 ans, ces jeunes-là. Mmh. Et il y en a très souvent qui s'en vont à 17, 18, 19 ans. Et ça a été relevé dans cette enquête, mais il y a 50% des jeunes SDF qui sont passés par l'ASE. C'est quand même Oui. terrifiant et on a l'impression que l'ASE est surtout un problème et pas la solution. Et c'est important, c'est très important que ces jeunes-là viennent témoigner pour expliquer les défaillances et les violences qu'ils ont subies. Ouais. Et le Mathias donc qui lui, témoigne et porte plainte, aujourd'hui il est dans quel état? Et peut-être même physique puisque quand comme je l'ai raconté, le début de l'affaire a commencé avec quand même un Mathias qui a été dans le coma pendant une semaine. Mmh. Le balai, il est dans un état totalement catastrophique. Il est détruit, il sait plus où aller. Après toutes les humiliations, toutes les violences qu'il a subies, c'est tellement difficile de se reconstruire, c'est tellement Mmh. difficile d'avancer, de voir la lumière au bout du tunnel et de dire je vais y arriver, je suis quelqu'un de bien, je peux me faire confiance. Que pour lui, c'est interminable et il a beaucoup de mal à se relever Oui. et à avancer, à essayer de trouver un emploi, trouver un logement. Donc, évidemment que ce sont des enfants qui sont détruits. Ils demandaient de l'aide et ça ne leur a pas été offert. Et Ouais. c'est tragique pour eux. Ouais, en tout cas, courage à lui et merci beaucoup et à Innocence en danger, de porter aussi ce message et de soutenir, tous ces enfants, de les appeler à témoigner parce que c'est important pour cette enquête qui est importante, on le disait, parce qu'il y aura peut-être d'autres volets à ouvrir et tout ça est très, très grave et il est important d'en parler. Merci beaucoup à tous les 2, maître Mathias Darmon, avocat pour Innocence en danger, Laurence Beneux, journaliste indépendante, auteur de nombreuses enquêtes, comme je le disais, sur la pédocriminalité, dont celui-ci pour Nexus, le scandale des placements abusifs. Merci encore à tous les 2